l'ombre, la lumière et le chemin vers soi. Bienvenue sur l'esprit de Jung. Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. On affirme souvent que lorsque l'amour authentique existe, rien ne peut l'anéantir. Pourtant, Jung présentait cette vérité sous un angle radicalement différent. Quand deux âmes se reconnaissent mutuellement, peu importe la distance géographique qui les sépare, peu importe le temps qui s'écoule entre deux regards, quelque chose continue de les relier dans l'invisible. Il ne s'agit ni de destinée romantique, ni de magie sentimentale, mais d'une résonance énergétique au niveau de la psyché profonde, d'une harmonie qui se situe au-delà du langage quotidien. Et cela, mes amis, n'arrive pas à tout le monde. C'est une expérience exceptionnelle, presque sacrée, parce que tous les liens qui nous marquent ne constituent pas l'amour véritable de notre existence. Certains n'étaient que des habitudes confortables, d'autres des attachements nés de la peur de la solitude. Quelques-uns furent un mirage, une projection de nos désirs inassouvis. D'autres encore furent des leçons nécessaires, des passages obligés sur le chemin de l'individuation. Pourtant, il existe quelque chose qui dépasse le désir passager, l'affection superficielle et même l'histoire partagée. C'est ce moment où l'âme d'une autre personne éveille des parties de vous qui sommeillaient depuis toujours, des dimensions de votre être que vous-même ignoriez, et vous faites également la même chose pour elle. Une connexion inexplicable s'établit alors. Elle se ressent dans le corps avant de se comprendre dans l'esprit. Elle se reconnaît sans besoin de mots, et bien qu'elle puisse faire souffrir ou créer de la confusion, elle se conserve au fond de l'être comme un écho perpétuel, comme une empreinte qui ne s'efface jamais complètement. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de relations ordinaires. Nous n'allons pas évoquer ces amours conventionnels qui suivent le script social attendu. Nous allons aborder ces connexions qui vous transforment à jamais, qui modifient la structure même de votre psyché, et pour cela, nous entrons dans la philosophie la plus profonde de Carl Jung. Car Jung ne parlait pas de l'âme sœur comme d'une idée romantique issue des contes de fées. Il en parlait comme d'un phénomène psychique, archétypal, essentiellement transformateur, comme d'une rencontre qui active des couches profondes de l'inconscient et déclenche un processus irréversible de connaissance de soi. Et si vous avez déjà ressenti que vous connaissiez quelqu'un qui n'était pas nouveau mais familier depuis longtemps, bien que ce soit la première fois que vos regards se croisaient, alors ce message vous est destiné. Je veux que vous vous posiez une question pendant que vous m'écoutez. Et si cette personne qui vous a tant marqué n'était pas venue pour rester à vos côtés, mais pour vous réveiller à vous-même, cette interrogation change tout. Parce que, dans la vision jungienne, l'âme humaine ne se définit pas par la logique cartésienne. Elle ne choisit pas avec la raison consciente. L'âme se meut par symbole, par énergie, par synchronicité, et quand deux âmes sont prêtes, quand elles ont atteint un certain degré de maturation intérieure, elles se rencontrent non pas parce que tout est aligné à l'extérieur dans le monde manifeste, mais parce que quelque chose était déjà aligné à l'intérieur, dans les profondeurs invisibles de la psyché. Et cette rencontre n'est jamais un hasard. Jung appelait cela synchronicité, des événements qui semblent être de pure coïncidence, mais qui en réalité sont des expressions symboliques d'un processus intérieur en cours, des manifestations extérieures d'un mouvement archétypal qui se déroule dans l'inconscient. C'est pourquoi quand vous rencontrez quelqu'un et ressentez une connexion immédiate, inexplicable, émotionnellement puissante, vous vivez peu être une synchronicité archétypale. Votre âme reconnaît quelque chose dans l'autre qui fait écho à votre propre processus d'individuation. L'âme ne cherche pas des rencontres agréables, elle cherche des rencontres nécessaires. Et quand l'énergie de deux âmes s'harmonise véritablement,
cela ne signifie pas toujours qu'elles doivent rester ensemble dans cette vie, partager le même toit, construire une histoire commune. Cela signifie qu'il faut révéler quelque chose de profondément enfoui entre elles, quelque chose qui dormait et qui attend d'être mis en lumière. Réfléchissez un instant. Combien de personnes sont passées dans votre vie et sont restées? Des dizaines? Peu, être des centaines. Et maintenant, pensez à combien sont partis, mais ne vous ont jamais vraiment quitté. Combien habitent encore vos rêves, vos pensées soudaines, vos moments de silence. Il y a des liens qui, bien que brefs, laissent des racines plus profondes que des relations de plusieurs années. Des connexions qui durent quelques mois, mais qui transforment toute une existence. Et Jung l'expliquait ainsi. La rencontre de deux personnes ressemble au contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction quelconque, toutes deux se transforment. Voilà exactement ce qui se produit quand deux âmes s'alignent depuis leur essence la plus authentique. Il n'y a pas seulement amour au sens romantique du terme. Il y a transformation alchimique. Il y a mutation profonde de l'être. Mais attention, n'idéalisez pas ce processus. Toute connexion intense n'est pas amour véritable. Certaines sont des miroirs qui reflètent ce que nous devons voir en nous-mêmes. Quelques-unes sont des reflets de votre ombre, de ces parties de vous que vous avez refoulées. D'autres sont des guides temporaires qui arrivent précisément pour vous aider à briser votre masque social, votre persona rigide. Et là se trouve le plus intéressant, parce que depuis la philosophie jungienne, ce type de connexion profonde ne peut survenir que lorsque vous êtes dans une étape significative de votre processus d'individuation. Que signifie cela concrètement? Que avant de pouvoir rencontrer véritablement cette personne, vous devez d'abord vous être trouvé vous-même à un certain niveau. Jung disait que l'âme ne se sent pas attirée par ce qu'elle veut consciemment. Elle se sent attirée par ce dont elle a besoin pour se compléter, pour intégrer ce qui manque à son développement. Et c'est pourquoi, si souvent, l'âme s'unit à une autre qui la défie, qui la confronte, qui lui montre sa blessure la plus ancienne, son désir le plus niais, sa peur la plus profonde, des aspects d'elle-même qu'elle avait soigneusement évités pendant des années. Et là commence le véritable travail psychologique, car quand l'âme reconnaît une autre, elle ne le fait pas par hasard romantique. Elle le fait pour que toutes deux s'éveillent à leur propre vérité, pour que toutes deux progressent sur le chemin de l'individuation. Et savez-vous ce qui est le plus puissant dans cette dynamique? Que cette reconnaissance transcende le temps linéaire, transcende le corps physique, transcende la distance géographique. Vous ne pourrez pas toujours être ensemble dans la réalité quotidienne. Ce ne sera pas toujours le moment parfait selon les critères sociaux, mais quand il y a un véritable alignement énergétique, quelque chose en vous s'ouvre définitivement, et une fois ouvert, vous ne pouvez plus jamais revenir en arrière. Vous ne pouvez plus feindre l'ignorance. Alors, je vous demande ceci. Et si cette personne qui a marqué votre vie n'était pas venue vous compléter comme une pièce manquante, mais vous révéler que vous étiez déjà entier? Et si elle était venue uniquement pour vous montrer la partie de vous que vous n'aviez pas encore embrassée, pas encore intégrée consciemment? Car Jung le disait avec une clarté absolue, il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur. Et souvent, la douleur d'un amour profond et impossible est précisément le feu alchimique qui transforme l'âme. C'est le creuset dans lequel se dissout l'ego rigide et naît une conscience plus vaste. Cette exploration n'est pas conçue pour vous convaincre de revenir avec quelqu'un. Elle n'est pas faite pour nourrir des fantasmes de réconciliation. C'est pour vous aider à comprendre quelque chose d'essentiel. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Ce que vous avez ressenti, cette connexion inexplicable qui défie toute logique, est absolument réelle. Mais elle n'est pas réelle, parce que l'autre personne
et votre destin écrit dans les étoiles. Elle est réelle parce que vous vous êtes réveillé à un niveau plus profond de vous-même. Et c'est précisément pourquoi vous l'avez ressenti avec cette intensité, parce que vous êtes arrivé à ce point du chemin où votre âme commence enfin à reconnaître ce qui est véritablement aligné avec elle, où votre psyché commence à distinguer l'authentique du factice, et voici peu être le plus beau dans tout cela. Quand vous vibrez depuis votre vérité la plus profonde, ce qui est réellement aligné avec vous ne s'éloigne pas, et ce qui s'éloigne, malgré votre douleur, n'était finalement pas aussi réel que vous le pensiez. C'est pourquoi, dans la philosophie jungienne, l'union véritable entre deux âmes n'a pas besoin de garantie sociale. Elle n'a pas besoin de contrat, de promesses éternelles, de serments. Elle n'a besoin que d'authenticité brute. Quand deux âmes sont établies en leur propre centre, quand elles ont fait le travail de se rencontrer elles-mêmes, elles peuvent marcher en parallèle, même sans se toucher physiquement, même en étant séparées par des continents, parce que la véritable connexion n'est pas possession jalouse, c'est expansion mutuelle. Et si vous avez déjà aimé depuis ce lieu-là, bien que l'histoire n'ait pas continué comme vous l'espériez, bien que la personne soit partie ou que les circonstances aient rendu impossible la vie commune, ce que vous avez vécu était authentiquement véritable, et le véritable ne se perd jamais. Il se transforme seulement. Il change de forme, mais son essence demeure. Prenez une respiration lente maintenant. Sentez votre corps présent ici, dans cet instant. Parfois, nous croyons que la personne la plus importante de notre vie sera nécessairement celle qui restera pour toujours à nos côtés, celle qui se sent comme foyer, comme certitude absolue, comme refuge permanent. Mais Jung nous a enseigné quelque chose de profondément radical. Les âmes les plus importantes n'arrivent pas toujours pour rester physiquement présentes. Parfois, elles viennent seulement allumer une lumière qui était éteinte à l'intérieur de vous depuis des années, peut être depuis toujours. Et puis, elles s'en vont, laissant cette flamme brûler en vous. Le plus difficile à accepter est que le but d'une connexion profonde n'est pas toujours la permanence, pas toujours la construction d'une vie partagée selon les normes conventionnelles. Parfois, le but unique est l'éveil, l'activation de quelque chose qui dormait en vous. Et cet éveil fait atrocement mal, parce que l'âme, quand elle s'active véritablement, remue absolument tout ce qui était endormi. Blessures anciennes, mémoires refoulées, désirs enterrés, parties de vous que vous aviez cachées par peur du jugement ou par simple habitude de survie. Et quand quelqu'un arrive et touche ces cordes profondes, vous ne pouvez plus l'oublier, pas parce qu'il a simplement touché votre histoire personnelle, mais parce qu'il a touché directement votre inconscient. Il a activé des archétypes, des structures psychiques fondamentales. C'est exactement ce qui est arrivé à Elisa. Elisa avait 52 ans quand elle a rencontré cet homme lors d'un événement professionnel qui, en théorie, n'avait aucune importance particulière. Un colloque ordinaire parmi tant d'autres. Elle avait été mariée plus de 20 ans. Elle avait des enfants devenus adultes, une carrière respectable dans l'enseignement, une routine stable et prévisible. Elle ne cherchait absolument rien. Elle n'était pas en quête d'aventure ni d'évasion. Et pourtant, cet après-midi-là, une conversation courte de peu, être 20 minutes, un regard intense qui a duré quelques secondes de trop, un rire qu'elle n'attendait pas et qui a jailli spontanément, tout cela a suffi pour que quelque chose à l'intérieur d'elle se brise. Ou plutôt, pour être plus précis, s'ouvre après des années de fermeture. Ce n'était pas le coup de foudre des romans. Ce n'était pas du désir sexuel brut, bien que cela fût présent aussi. C'était autre chose, quelque chose de beaucoup plus déstabilisant, de la reconnaissance pure. Je le connaissais, m'a-t-elle confié des mois plus tard, les larmes aux yeux, bien que je ne sache absolument pas d'où.
C'était comme retrouver quelqu'un que j'avais perdu il y a très longtemps. Et elle ne se référait pas naïvement à une vie passée, à une réincarnation romantique. Elle se référait à quelque chose de beaucoup plus profond et concret. Cet homme reflétait une partie d'elle-même qui avait été enterrée vivante pendant des décennies, son côté créatif qu'elle avait sacrifié pour la stabilité, son rire insouciant qu'elle avait étouffé pour paraître sérieuse et responsable, sa liberté intérieure qu'elle avait oubliée en assumant tous les rôles sociaux attendus d'elle. Ils ne furent jamais amants. Ils ne devinrent même pas des amis intimes. Ils ne se croisèrent que 3 fois au total, quelques heures tout au plus. Mais ce fut amplement suffisant, parce qu'après cette rencontre, Élisa ne put jamais plus se regarder de la même manière. Elle commença à poser des questions qu'elle avait évitées pendant 20 ans. Elle commença à ressentir des émotions qu'elle avait anesthésiées. Elle commença à voir les choix qu'elle n'avait pas faits, les chemins qu'elle n'avait pas explorés. Et c'est exactement ce que Jung appelait la projection de l'anima et de l'animus. Dans la psychologie jungienne approfondie, l'anima représente l'image féminine inconsciente qui habite à l'intérieur de l'homme, et l'animus, symétriquement, représente l'image masculine inconsciente qui habite à l'intérieur de la femme. Ce sont des structures archétypales, des complexes psychiques autonomes. Quand nous rencontrons quelqu'un qui reflète avec précision cette image intérieure, la connexion devient instantanément magnétique, profondément transformatrice, parfois même obsessionnelle. Non pas parce que l'autre personne est objectivement parfaite, mais parce que nous projetons intensément en elle la partie de nous-mêmes que nous n'avons pas encore consciemment intégrée, les qualités que nous possédons potentiellement, mais que nous n'avons pas développées. C'est exactement ce qui s'est produit pour Élisa. Elle ne s'est pas éprise de cet homme en tant que personne réelle, complète, avec ses défauts et ses limites. Elle s'est reconnectée avec son propre animus, avec sa propre énergie masculine intérieure. Et cette projection puissante l'a réveillée brutalement. La sortie de la léthargie émotionnelle dans laquelle elle vivait l'a menée à regarder sa vie entière, avec des yeux complètement nouveaux, non pas pour tout abandonner dramatiquement, mais pour revenir authentiquement à elle-même, pour commencer à honorer les parties d'elle qu'elle avait sacrifiées. Nous ne comprenons pas toujours ces connexions jusqu'à des années après qu'elles se sont produites. Parfois, il faut une décennie pour saisir leur véritable signification. Mais une chose demeure certaine, quand l'âme d'un autre être humain touche vraiment la vôtre, vous ne pouvez plus continuer à prétendre que vous dormez. Vous ne pouvez plus maintenir l'illusion de l'inconscience. Le masque est tombé, et il ne peut plus être remis exactement comme avant. C'est précisément pourquoi Jung insistait avec tant de force sur le travail avec l'ombre, parce que la personne qui vous réveille profondément ne vous montre pas seulement ce qui vous manque apparemment, ce que vous n'avez pas. Elle vous montre également, et peut être surtout, ce que vous avez soigneusement évité de regarder en vous-même. Et là se trouve la véritable alchimie de l'âme, selon Jung. Non pas dans la recherche romantique de vous compléter avec quelqu'un d'autre, comme si vous étiez intrinsèquement incomplet, mais dans l'utilisation consciente de cette connexion comme miroir pour vous trouver vous-même, pour intégrer ce qui était divisé en vous. N'idéalisez pas celui ou celle qui a touché votre âme si profondément. N'en faites pas un dieu ou une déesse inaccessible, mais honorez sincèrement ce qu'il vous a révélé sur vous-même. Et si vous sentez que cette personne est partie définitivement, qu'elle n'est pas revenue malgré votre attente, que l'histoire ne s'est pas terminée comme dans les films, c'est peut être précisément parce qu'elle avait déjà accompli sa fonction essentielle, non pas depuis la logique superficielle des événements, mais depuis le plan le plus profond de l'être, depuis ce niveau où l'âme orchestre sa propre évolution selon des lois que l'ego ne comprend pas. Beaucoup se torturent avec cette question
Pourquoi la vie me l'a-t-elle montré si elle n'allait pas me le laisser? Pourquoi m'a-t-elle fait goûter à quelque chose d'aussi intense pour me l'arracher ensuite? Et la réponse, depuis la perspective jungienne, est celle-ci. Parce qu'il y avait une partie de vous, une dimension essentielle de votre être, qui ne pouvait être activée que par cette énergie spécifique. Non pas par des mots bien choisis, non pas par une présence constante et rassurante, seulement par la vibration particulière qui s'est générée dans ce champ énergétique entre vous deux. Et quand cela se produit à ce niveau, peu importe finalement si vous vous séparez physiquement. La transformation alchimique est déjà faite. Le processus est déjà enclenché. Vous ne pourrez plus revenir à l'état antérieur d'inconscience. L'âme n'a pas besoin de cohabitation quotidienne pour être touchée en profondeur. Elle n'a besoin que de vérité nue, d'authenticité totale, même brève. Arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Sentez ce que ces mots remuent en vous. Et voici quelque chose de fondamental que Jung affirmait à propos de ses propres expériences intérieures. On ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Et cela s'applique directement à l'amour profond. Quand quelqu'un nous touche véritablement l'âme, il ne touche pas seulement nos zones lumineuses, nos qualités agréables. Il touche aussi, inévitablement, notre obscurité la plus profonde. Il nous confronte avec notre peur primordiale de l'abandon, avec notre vide existentiel que nous tentons désespérément de combler, avec cette sensation dérangeante d'avoir vécu seulement à moitié, d'avoir trahi notre essence. Mais ce n'est pas une malédiction, c'est une opportunité sacrée, car personne ne peut vous aider à illuminer ce que vous ne voyez pas encore en vous-même s'il n'y a pas un miroir suffisamment clair placé devant vous. Un miroir qui reflète non pas ce que vous prétendez être, mais ce que vous êtes réellement. Et certaines personnes sont précisément ces miroirs-là dans notre vie, ces miroirs impitoyablement honnêtes, non pas pour vous aimer confortablement toute la vie, pour vous rassurer dans vos illusions, mais pour qu'enfin, être pour la première fois, vous appreniez à vous aimer vous-même dans votre totalité, avec votre lumière et votre ombre, avec vos qualités et vos parts non intégrées. Alors être que cette connexion obsédante que vous n'avez pas pu lâcher, qui vous hante encore, n'est-elle pas simplement une blessure narcissique? Être n'est-elle pas un trauma à guérir ou à oublier? Être est-elle un signal puissant, un signal envoyé par votre propre âme pour vous dire que vous êtes maintenant prêt à vous intégrer véritablement, à guérir les fractures internes, à vous compléter non pas avec un autre, mais en vous-même. Et la question fondamentale n'est donc pas « reviendront-ils un jour? M'aiment-ils encore? Pensent-ils à moi ?» La vraie question, la seule qui compte réellement, est celle-ci: qu'est-ce que cette personne m'a montré de moi-même que je n'ai pas encore pleinement embrassé? Si vous pouvez répondre honnêtement à cette question, si vous pouvez identifier ce qui a été révélé en vous, alors vous avez déjà gagné l'essentiel. Vous avez déjà reçu le cadeau que cette connexion était destinée à vous offrir. Car tant que vous continuerez à chercher cette réponse à l'extérieur, dans le comportement de l'autre, vous resterez prisonnier du manque. Vous resterez dans l'attente stérile, dans l'espoir qui paralyse. Mais quand vous commencez enfin à regarder vers l'intérieur avec courage, tout change radicalement. L'anxiété chronique commence à se dissiper. Le vide existentiel commence à se remplir de sens authentique. Et vous comprenez avec une clarté soudaine que cette personne qui a touché votre âme si profondément vous a en réalité rendu à vous-même, vous a ramené à votre propre centre que vous aviez abandonné. C'est cela, l'amour véritablement jungien, l'amour qui transforme la structure même de la psyché, l'amour qui n'a pas besoin de posséder l'autre pour être valide, l'amour qui cherche seulement à révéler, à éveiller,
à libérer. Jusqu'ici, nous avons exploré comment certaines rencontres transforment notre perception entière de nous-mêmes. Dans la vie réelle, cela se manifeste quand nous ne pouvons plus revenir à nos anciens schémas relationnels après avoir goûté à cette profondeur. Mais il y a quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé. Que se passe-t-il quand deux âmes parviennent réellement à s'unir consciemment? Maintenant, nous allons aborder le véritable signifié de la fusion énergétique entre deux âmes qui ont fait leur travail intérieur, et comprendre pourquoi l'union authentique ne peut se produire que lorsque les deux ont parcouru leur chemin vers eux-mêmes. Nous entrons maintenant dans le cœur même de la philosophie de Jung sur l'amour mature, l'amour qui ne naît pas du besoin, mais de la plénitude, et nous comprendrons pourquoi, si souvent, vous ne pouvez pas unir votre vie à quelqu'un d'autre jusqu'à ce que vous vous soyez complètement réunifié avec vous-même. Si quelque chose dans ces mots a résonné profondément en vous, si vous sentez que votre âme reconnaît cette vérité, je vous invite à laisser dans les commentaires. Maintenant, je comprends ce que mon âme avait besoin de voir. Votre voyage vers vous-même, votre processus d'individuation a déjà véritablement commencé. Parfois, nous entretenons cette croyance naïve que l'amour véritable est celui qui coule simplement, sans aucun conflit, sans rupture, sans effort conscient, comme si l'absence totale de tension était la preuve irréfutable que nous avons trouvé la personne parfaitement correcte pour nous. Mais Jung enseignait exactement le contraire. Ce qui est vraiment transformateur dans une relation, ce qui unit réellement deux âmes à un niveau profond, ce n'est pas l'absence confortable de friction, c'est le travail conscient et partagé pour intégrer sa propre obscurité, pour faire face à son ombre personnelle en présence de l'autre. La fusion véritable de deux âmes ne se produit pas simplement parce qu'elles se comprennent parfaitement dans tous les domaines, ni parce qu'elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, ni parce qu'elles ne se disputent jamais, maintenant une harmonie superficielle. L'union énergétique authentique ne se produit que lorsque toutes deux ont accompli le voyage difficile vers leur propre centre, quand elles sont descendues courageusement dans leur ombre personnelle, ont confronté ce qu'elles trouvaient là, et sont revenues transformées, revenues avec l'humilité profonde de se savoir incomplète, imparfaite, mais désormais disponible pour la vérité. Dans la vision jungienne approfondie, le couple n'est jamais le but final. Il n'est jamais la destination. Le couple est le laboratoire alchimique, le scénario sacré où se représente l'alchimie intérieure de chacun, où l'inconscient de l'un devient visible à travers le miroir de l'autre, où l'amour cesse d'être un simple sentiment passager, une émotion agréable, pour devenir une expérience de révélation, une nudité psychique absolue, une transformation mutuelle qui engage l'être entier. Quand une relation naît depuis l'inconscience totale, c'est, à dire, quand deux personnes se choisissent sans avoir fait préalablement le travail intérieur nécessaire, ce qui se produit réellement est une danse complexe de projections inconscientes. L'un projette son besoin infantile de protection sur l'autre. L'autre projette sa peur archaïque de l'abandon. L'un projette inconsciemment l'image de sa mère, cherchant à réparer ce qui n'a pas été reçu dans l'enfance. L'autre projette l'image de son père, répétant des schémas transgénérationnels. Et ainsi, tous deux finissent inévitablement piégés dans une dynamique essentiellement infantile. Une dynamique où l'autre cesse progressivement d'être un être réel, complexe, autonome, pour se convertir en simple écran de projection de nos carences non résolues. Mais écoutez bien ceci, car c'est crucial. Quand l'énergie de deux âmes véritablement matures parvient à s'aligner, quand elles ont toutes deux traversé leur propre nuit obscure de l'âme, quand elles ont laissé mourir symboliquement
ce qu'elle n'était pas authentiquement, alors quelque chose de radicalement différent devient possible. Elles ne cherchent plus désespérément à se compléter comme si elles étaient des moitiés déficientes. Elles se reconnaissent mutuellement comme déjà relativement complètes en elles-mêmes. Et depuis ce lieu de relative complétude intérieure, l'amour devient enfin réel. L'amour devient une rencontre entre deux totalités, non entre deux manques qui tentent de s'annuler mutuellement. Jung parlait de cette étape cruciale comme le moment précis où l'anima et l'animus cessent d'être des fantômes inconscients projetés compulsivement à l'extérieur. Le moment où ces archétypes s'intègrent progressivement comme force vivante à l'intérieur de la psyché individuelle. Seulement alors, affirmait-il avec force, une personne peut véritablement aimer depuis la conscience éveillée, et non plus depuis le besoin compulsif, depuis la dépendance affective, depuis la peur panique de la solitude. Cela signifie concrètement que vous, dans votre forme la plus intègre et authentique, n'aimez plus parce que l'autre vous donne quelque chose qui vous manque cruellement. Vous aimez parce que vous voyez dans l'autre une étincelle, une flamme qui respecte profondément votre propre feu intérieur, une présence qui ne tente pas compulsivement de l'éteindre par peur ou jalousie, ni de le consumer entièrement pour se nourrir de votre énergie. L'énergie de deux âmes s'aligne véritablement quand toutes deux ont appris, souvent dans la douleur, à se soutenir elles-mêmes, quand elles ne s'exigent plus mutuellement de se sauver l'une l'autre, ni de se changer pour correspondre à un idéal, ni de se remplir comme on remplit un vide béant, quand l'amour cesse d'être un outil de réparation psychologique pour devenir un espace d'expansion mutuelle. Et cet espace-là est extrêmement rare. Il est profondément sacré, parce que très peu de personnes parviennent réellement à y accéder dans leur vie. La grande majorité demeure piégée indéfiniment dans la recherche compulsive de l'amour idéal, de la relation parfaite qui résoudra magiquement tous leurs problèmes intérieurs. Mais Jung se méfiait profondément de tous les idéaux. Il les considérait avec suspicion. Il disait, avec une lucidité implacable, que tout idéal est fondamentalement une compensation inconsciente de ce que nous refusons catégoriquement de voir en nous-mêmes, une défense psychique élaborée contre notre propre vérité. Ainsi, par exemple, si vous idéalisez obsessivement une relation sans le moindre conflit, c'est très probablement parce que vous ne voulez pas gérer consciemment votre propre colère refoulée, votre besoin compulsif de contrôle, ou votre difficulté profonde à lâcher prise et à faire confiance. Si vous idéalisez la connexion immédiate, fusionnelle, cette compréhension instantanée, vous craignez peu être l'engagement lent et progressif, la construction patiente d'une intimité véritable qui demande du temps. Si vous idéalisez l'autre personne au point d'en faire un être surhumain, il se peut fortement que vous ne vous reconnaissiez pas encore vous-même comme digne d'être aimé depuis votre simple humanité, avec vos défauts, vos limites, vos zones d'ombre. Le véritable amour, l'amour mature selon Jung, n'est jamais idéal, il n'est jamais lisse et parfait. Il est profond, il est complexe, il est réel, et ce qui est profond inclut nécessairement la contradiction, l'inconfort ponctuel, le processus difficile, la confrontation avec ce que nous préférerions éviter. Deux âmes qui se sont véritablement alignées depuis leur centre n'ont pas besoin d'une symétrie parfaite dans tous les domaines. Elles n'ont pas besoin de penser identiquement sur tous les sujets. Elles ont besoin de quelque chose de beaucoup plus essentiel, une disponibilité mutuelle pour évoluer ensemble, pour grandir psychologiquement en présence l'une de l'autre. Et cette disponibilité authentique n'est possible que lorsque chacun a préalablement cessé de fuir compulsivement soi-même,
quand chacun a arrêté de projeter sur l'extérieur la responsabilité de son propre bonheur. Jung expliquait qu'il existe un moment crucial dans le voyage psychologique de tout individu. Un seuil qu'il faut traverser. Un moment où se produit un changement fondamental de perspective. Nous cessons finalement de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur de nous-mêmes. C'est là, précisément là, que se produit une transformation radicale et irréversible. C'est à ce point précis du chemin que, ne cherchant plus dans l'autre le sauveur providentiel, le rédempteur de nos souffrances, le protecteur tout-puissant, nous pouvons enfin regarder l'autre comme un authentique compagnon de voyage, non plus comme la cure miraculeuse de nos blessures anciennes, mais comme un témoin de notre propre processus d'individuation. À cette étape de maturité psychologique, l'énergie entre deux personnes devient quelque chose de radicalement différent. Elle devient un champ de conscience véritablement partagé, une résonance silencieuse et profonde qui ne se base plus sur la possession jalouse, ni sur le drame émotionnel répétitif, ni sur le besoin compulsif de fusion symbiotique, mais sur le respect profond, presque révérencieux, pour ce que l'autre est authentiquement, et pour le chemin unique que chacun a parcouru, souvent dans la solitude et la souffrance, pour arriver jusqu'à ce point de rencontre. Ce n'est pas une connexion passive qui évite tout conflit. Ce n'est pas non plus une union parfaite et lisse comme dans les contes de fées, mais c'est profondément réel. C'est enraciné dans la vérité nue de ce qui est, et le réel, dans la vision profonde de Jung, est toujours essentiellement complexe. Il implique toujours une tension créatrice entre les opposés. Il demande toujours un engagement total avec l'essentiel de soi-même, avec son noyau le plus authentique. C'est précisément pourquoi, quand l'énergie de deux âmes parvient à s'aligner depuis ce niveau de profondeur, il se produit quelque chose qui transcende complètement la logique ordinaire, quelque chose qui défie l'explication rationnelle, car cette connexion-là ne naît pas du désir momentané, aussi intense soit-il, elle ne naît pas d'un coup de foudre romantique, elle naît de l'intégration patiente de nombreuses couches inconscientes, d'un travail intérieur de longue haleine. Vous ne vous alignez pas avec une autre âme aussi facilement que ça, pas par simple volonté ou désir. Vous vous alignez parce que vous avez passé par le feu de la transformation, parce que votre énergie ne se soutient plus depuis la peur primitive, parce que vos décisions ne naissent plus depuis la carence, depuis le vide à combler, parce que vous ne cherchez plus désespérément l'amour pour vous sauver de vous-même. Vous offrez simplement votre présence consciente, et seulement quelqu'un qui a également fait ce chemin difficile, qui a traversé sa propre nuit obscure, peut résonner authentiquement avec vous à ce niveau de profondeur. Respirez, laissez ces mots pénétrer lentement, ne cherchez pas à tout comprendre intellectuellement. C'est pourquoi, si souvent, avant que cette personne n'arrive dans votre vie, la vie elle-même vous demande quelque chose de radical. Elle vous demande de mourir symboliquement, de traverser courageusement votre propre solitude, d'affronter directement votre obscurité intérieure sans plus aucune échappatoire. Elle vous demande d'apprendre à vous donner à vous-même ce que vous espériez désespérément qu'un autre vous donne. Cette validation, cette sécurité, cet amour inconditionnel. Et quand enfin vous y parvenez, quand vous atteignez ce niveau de relative autosuffisance psychologique, ce n'est pas que l'âme parfaitement correcte apparaisse soudainement de manière magique devant vous. C'est que votre propre vibration change fondamentalement. Votre fréquence énergétique se transforme. Et depuis cette nouvelle vibration, plus authentique, plus ancrée, ce qui arrive dans votre vie devient naturellement cohérent avec qui vous êtes vraiment. C'est honnête, c'est intègre, c'est aligné avec votre essence. Et Jung affirmait avec force que toute transformation véritable implique nécessairement une perte, une mort symbolique.
car on ne peut pas avancer sur le chemin de l'individuation sans laisser quelque chose de précieux derrière soi, sans renoncer à certaines illusions confortables. Et dans le domaine de l'amour, ce que nous devons inévitablement lâcher, ce sont les fantaisies romantiques, les projections inconscientes massives, les attachements infantiles qui nous maintiennent dans la dépendance. Quand nous acceptons finalement de lâcher tout cela, nous ouvrons l'espace psychique pour un lien d'une nature complètement différente, un amour qui n'exclut pas l'ombre, qui ne la rejette pas avec horreur, un amour qui ne craint pas la vérité nue, aussi dérangeante soit-elle, un amour qui n'a pas besoin d'être parfait, idéalisé, pour être profondément authentique et nourrissant. C'est l'union que rien, absolument rien, ne peut véritablement séparer, non pas parce qu'il n'y a jamais de conflit ou de désaccord, mais parce que le lien se construit consciemment depuis la conscience éveillée, non depuis le désir aveugle, depuis la projection compulsive, depuis le besoin désespéré. Et quand deux âmes se rencontrent vraiment dans cet état de maturité psychologique, elles ne cherchent plus à fusionner de manière symbiotique. Elles ne cherchent plus à ne faire qu'un au point de perdre leur individualité. Elles se choisissent librement, consciemment. Oui, elles s'aiment profondément. Elles s'accompagnent mutuellement sur le chemin, mais chacune continue d'être pleinement elle-même, d'habiter son propre centre, parce qu'elles comprennent quelque chose de fondamental. Aimer véritablement n'est pas se perdre dans l'autre. Ce n'est pas dissoudre son identité, c'est s'expanser mutuellement, c'est croître ensemble tout en restant soi. Ce type d'amour est profondément inconfortable pour l'ego qui veut posséder, contrôler, fusionner, mais c'est un véritable aliment pour l'âme qui cherche l'expansion, la croissance, la vérité, car il ne remplit pas artificiellement vos vides intérieurs. Il les illumine pour que vous puissiez les voir clairement. Il ne calme pas superficiellement vos blessures anciennes. Il vous montre comment les soutenir vous-même, comment en prendre soin. Il ne répond pas confortablement à vos attentes conditionnées. Il répond à votre vérité la plus profonde, même quand cette vérité dérange. L'énergie de deux âmes véritablement alignées ne génère pas l'attachement compulsif, la dépendance affective. Elle génère l'expansion mutuelle, la liberté partagée, la croissance commune. Et l'expansion authentique fait toujours un peu mal au début, parce qu'elle implique nécessairement grandir, elle implique changer en profondeur, elle implique mourir symboliquement et renaître de nombreuses fois dans le même corps tout au long de la relation. C'est précisément pourquoi Jung disait qu'il n'y a pas d'amour véritablement mature sans sacrifice conscient. Et ce sacrifice dont il parle n'est pas la douleur physique dramatique, ce n'est pas la souffrance complaisante, c'est le renoncement progressif à l'illusion, le renoncement à ce que l'autre soit celui qui vous sauve de vous-même, le renoncement à avoir toujours le contrôle sur la relation, le renoncement à utiliser l'autre comme béquille psychologique pour ne pas avoir à marcher votre propre processus d'individuation. Ce qui reste quand toutes ces illusions tombent enfin, c'est une présence propre, authentique, une énergie mature qui ne dépend plus de l'autre pour exister, un champ vibratoire sain dans lequel tous deux peuvent simplement être qui ils sont, sans masque social, sans jeu psychologique, sans besoin compulsif de se cacher ou de performer. Et là, oui, précisément là, rien ne peut vraiment les séparer, parce qu'il n'y a plus rien à unir artificiellement. Ils sont déjà unis à un niveau qui transcende la forme, non pas unis par l'histoire partagée, aussi belle soit-elle, non pas unis par le sang ou la famille, non pas unis par un papier légal, un contrat social, mais unis par l'invisible, par ce qui ne peut pas s'expliquer rationnellement, mais seulement se sentir dans l'âme. Et quand cela se produit véritablement,
quand vous parvenez à vous aligner avec quelqu'un depuis l'âme et non depuis l'ego, vous pouvez vous regarder directement dans les yeux sans rien demander, sans rien exiger, car vous savez profondément que ce qui existe entre vous n'a pas besoin d'être artificiellement soutenu par des promesses anxieuses, seulement par la présence authentique, ici et maintenant. C'est cet amour-là que Jung étudiait dans ses recherches profondes sur le soi, sur cette instance psychique qui transcende l'ego. Un amour qui ne détruit pas l'ego, mais le remet simplement à sa juste place. Un amour qui n'anesthésie pas la blessure pour la rendre invisible, mais qui la rend consciente pour permettre une véritable guérison. Un amour qui n'a pas besoin de l'étiquette fineureuse des contes de fées, car il est en lui-même, dans son processus même, une forme d'éveil continu. Et cela, dans cette époque contemporaine, où absolument tout se consomme rapidement, se change sans réflexion, se jette dès que ça devient difficile, c'est profondément révolutionnaire. C'est un acte de résistance spirituelle. C'est pourquoi, si vous avez déjà ressenti ou vivez actuellement une connexion de cette profondeur, ne la mesurez surtout pas par sa durée dans le temps, ne la mesurez pas par l'étiquette sociale qu'elle porte, ne la mesurez pas par le fait qu'elle ait été pleinement réciproque ou non selon les apparences. Mesurez-la uniquement par ce qu'elle vous a révélé de vous-même, par ce qu'elle a profondément bougé en vous, par ce qui vit encore intensément à l'intérieur de vous longtemps après. Tous les amours ne sont pas destinés à durer éternellement dans la forme, mais certains sont spécifiquement conçus, si l'on peut dire, pour vous réveiller à votre propre essence. Et s'ils vous ont véritablement réveillé, s'ils ont activé quelque chose de fondamental en vous, alors cette âme, d'une certaine manière mystérieuse, est encore avec vous. Elle continue de vous accompagner, car ce qui s'aligne depuis le niveau de l'âme ne se brise jamais réellement, ne se fragmente jamais. Il change seulement de forme, se transforme, évolue, et vous n'avez pas nécessairement à comprendre intellectuellement comment cela fonctionne. Vous devez seulement l'honorer avec respect, reconnaître sa valeur, lui donner sa juste place dans votre histoire, car il y a des choses que l'âme sait instinctivement bien avant que l'esprit rationnel ne parvienne à les comprendre et à les articuler. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose que nous ressentons probablement tous en silence, bien que nous ne l'ayons jamais vraiment dit à voix haute à quiconque. Certaines personnes restent définitivement avec nous, même quand elles ne sont physiquement plus là. Il se peut que la relation ait pris fin selon les critères externes, qu'il y ait maintenant de la distance géographique ou émotionnelle, que l'autre personne ait consciemment pris un chemin différent du vôtre. Il se peut même, dans certains cas, qu'elle soit décédée, mais pour une raison que nous ne pouvons pas complètement expliquer avec des mots ordinaires. Pour une raison qui échappe à la logique, son énergie demeure quelque part en nous. Ce n'est pas de l'obsession pathologique. Ce n'est pas de l'attachement malsain qui devrait être éradiqué. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, une présence invisible, mais tangible. C'est comme si cette âme continuait à vibrer subtilement dans votre champ énergétique, comme si, au plus profond de vous, dans cette zone que vous ne montrez à personne, son nom avait encore un poids particulier, un poids qui fait mal parfois, c'est vrai, mais aussi un poids qui soutient, qui ancre, qui donne du sens, comme si elle continuait mystérieusement à vous accompagner sur votre chemin de vie, bien que vous ne marchiez plus côte à côte visiblement, et Jung aurait parfaitement, intimement compris cette sensation paradoxale, car pour lui, l'âme humaine ne se terminait pas là où se termine le corps physique. Les frontières de notre être sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus fluides que ce que la conscience ordinaire perçoit, et les liens réels, ceux qui naissent véritablement depuis le plus profond de l'être,
ne sont absolument pas soumis au calendrier linéaire, ni à l'espace physique mesurable. Ils sont tissés sur un autre plan de réalité, un plan que nous ne voyons pas avec les yeux physiques, mais que nous sentons avec chaque fibre de notre esprit. C'est précisément pourquoi, à la fin de sa longue vie, Jung parlait de plus en plus de l'invisible, de l'éternel, de cette dimension intérieure où le symbolique et le réel se fondent complètement, cette dimension où ce qui est vraiment important, ce qui a véritablement touché l'essence, ne se perd jamais, ne disparaît jamais complètement, car l'âme n'oublie pas ce qui l'a profondément réveillée. Elle garde la mémoire de ses rencontres essentielles, et celui ou celle qui vous a marqué au fer rouge reste avec vous pour toujours, bien qu'il ou elle n'ait plus de forme physique dans votre quotidien. L'amour qui naît depuis cette profondeur-là n'a pas du tout besoin de constance physique pour être véritable. Il n'a besoin que d'avoir laissé une trace indélébile, une empreinte sur votre âme qui ne s'efface plus jamais. Peut être vous aussi, vous avez connu quelqu'un exactement comme cela, quelqu'un qui ne fut pas votre partenaire officiel devant la société, ni votre grand amour de cinéma avec musique dramatique, mais avec qui vous avez partagé quelque chose qu'aucun langage humain existant ne parvient vraiment à nommer adéquatement. Ce ne fut peut être pas une histoire longue mesurée en années, mais ce fut indéniablement une histoire réelle, authentique, et le réel, comme Jung le répétait inlassablement, se reconnaît d'abord dans l'âme bien avant de se comprendre dans l'esprit analytique. C'est cette personne avec qui vous vous êtes senti immédiatement chez vous, en sécurité, dès le tout premier moment, comme si vous rentriez d'un long exil. Cette personne avec qui le silence était non seulement tolérable, mais profondément nourrissant, suffisant en soi, avec qui vous n'aviez pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, de justifier vos réactions, parce que tout était déjà dit, déjà compris dans un simple regard. Cette personne qui, sans même se le proposer consciemment, a touché des parties de vous que vous ne saviez même pas qui existaient enfouies là, des territoires intérieurs inexplorés de votre propre psyché, et bien que la vie vous ait séparé physiquement, bien que les circonstances extérieures aient radicalement changé, quelque chose à l'intérieur de vous n'a jamais vraiment cessé de résonner avec sa présence énergétique. Jung n'aurait certainement pas appelé cela une simple coïncidence sans signification. Il aurait immédiatement reconnu là une synchronicité profonde, et il aurait affirmé que ce lien, bien qu'invisible aux yeux ordinaires, continue d'être absolument vivant en vous, car quand deux âmes parviennent à s'aligner depuis leur essence la plus authentique, il se produit quelque chose qui va bien au-delà de l'amour romantique conventionnel. Se produit une fusion énergétique qui transcende littéralement le temps linéaire, qui s'inscrit dans une autre dimension de l'existence. Et bien que votre esprit rationnel ne comprenne pas comment ni pourquoi cela est possible, votre âme sait avec certitude que quelque chose a changé pour toujours, que rien ne sera plus jamais exactement comme avant. C'est peu être précisément pourquoi, de temps en temps, sans raison apparente, vous pensez soudainement à cette personne, ou vous rêvez d'elle avec une intensité troublante, où vous sentez que son énergie particulière apparaît justement dans des moments clés de votre existence, au tournant décisif. Ce n'est pas de l'obsession à soigner, c'est un écho, un vestige sacré, une résonance qui persiste, car l'énergie, nous le savons maintenant, ne meurt jamais. Elle ne disparaît pas dans le néant, elle se transforme seulement, change de forme, évolue. Et quand vous avez été profondément uni à quelqu'un depuis le niveau de l'âme, cette union ne disparaît pas avec la séparation physique. Elle devient simplement partie intégrante de vous, non pas comme un désir ardent, insatisfait qui vous consume, mais comme un fil d'or invisible
qui vibre encore doucement à votre intérieur. Beaucoup de gens vivent piégés indéfiniment dans la nostalgie paralysante parce qu'ils ne comprennent pas cette dynamique essentielle. Ils croient que si la personne n'est pas physiquement présente dans leur vie, alors l'amour qu'ils ont ressenti fut nécessairement une illusion, un mensonge, une erreur de perception. Mais c'est regarder la situation uniquement depuis l'ego blessé, non depuis l'âme qui connaît une vérité plus vaste. L'âme ne mesure jamais en termes de permanence physique. L'âme mesure en termes de transformation profonde, d'évolution psychique, de métamorphose intérieure. Et si cette connexion vous a véritablement changé, si elle vous a touché au plus profond, si elle vous a réveillé à des dimensions de vous-même inconnues, si elle vous a fait renaître psychologiquement, alors elle fut absolument réelle. Et le réel ne se perd jamais. Il ne s'évanouit pas comme un rêve au matin, il persiste, se transforme, continue d'opérer. Jung affirmait que toute relation véritablement significative est au fond, dans son essence, une invitation à la connaissance approfondie de soi, et que même ceux qui ne sont passés dans votre vie qu'un instant fugace, une brève rencontre, peuvent vous avoir laissé un symbole puissant, un indice crucial, une clé pour le voyage vers vous-même. Peut être que cette personne qui vous a tant marqué est venue uniquement pour cela, pour vous transmettre un signal, pour activer un souvenir profond enfoui dans votre inconscient, pour vous montrer un miroir dans lequel vous pouviez enfin vous voir vraiment. Et puis, sa fonction étant accomplie, l'âme a compris au niveau le plus profond, et c'est pourquoi elle s'est naturellement éloignée, non pas comme un abandon cruel et injuste, mais comme un mouvement sacré, nécessaire, comme une partie du plan beaucoup plus vaste que nous ne pouvons voir. Vous ne le saurez probablement jamais avec une certitude absolue, et au fond, cela importe très peu. L'important n'est pas de savoir si cette personne reviendra un jour dans votre vie, si elle vous a vraiment aimé autant que vous l'avez aimé, si elle pense encore à vous parfois, si elle a regretté d'être partie ou si elle a souffert autant que vous. L'important, l'essentiel, c'est que vous avez découvert quelque chose de fondamental en vous-même que vous ne saviez pas qui habitait là. Une dimension de votre être qui ne demandait qu'à être reconnue, honorée, intégrée. Et cela, personne ne peut jamais vous l'enlever. C'est acquis, définitivement. Quand deux âmes se rencontrent véritablement depuis cette profondeur, le but ultime n'est jamais de vivre obligatoirement une vie entière ensemble selon le modèle conventionnel. Le but véritable est de réveiller des mémoires endormies, des potentiels non actualisés, des parties de vous qui ne se révèlent, ne sortent de l'ombre, que lorsqu'il y a une connexion si profondément honnête que votre âme se sent enfin en sécurité pour émerger complètement. Et ce type d'amour ne se force absolument pas, ne se fabrique pas avec de la volonté, ne se répète pas sur commande. Il arrive peu, être une fois dans une vie, peu, être deux si vous êtes particulièrement chanceux. Mais quand il arrive enfin, il laisse une trace indélébile. Et, à partir de ce moment-là, votre vie change irréversiblement, vos choix changent, votre façon d'aimer et de vous relier aux autres change en profondeur. Vous ne pouvez plus jamais retourner aux relations superficielles et vides. Vous ne pouvez plus continuer à feindre l'authenticité. Vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même sur ce que vous ressentez vraiment, parce que maintenant, vous savez dans votre chair ce que l'on ressent d'être touché au plus profond. Vous connaissez cette sensation. Elle est inscrite en vous. Et bien que vous ne puissiez être pas avoir cette personne spécifique dans votre vie quotidienne, cette expérience transformatrice vous appartient entièrement. Elle fait partie de votre histoire. Elle a façonné qui vous êtes devenu. Et cela, c'est largement suffisant
C'est précieux au-delà des mots. Tous les amours ne sont pas destinés à nous accompagner jusqu'à la fin de nos jours terrestres, mais certains sont spécifiquement conçus, si l'on peut s'exprimer ainsi, pour nous réveiller à la dimension d'éternité qui existe en nous, pour nous faire goûter à quelque chose qui transcende le temps et l'espace. Et cela est largement suffisant, c'est même immense. Carl Jung l'avait profondément intuité lorsqu'il parlait de la psyché comme quelque chose de beaucoup, beaucoup plus vaste que l'individuel isolé, comme quelque chose qui nous dépasse infiniment. Pour lui, chacun de nous fait intimement partie d'un grand champ de conscience collective. Nous sommes tous interconnectés à un niveau profond, et les rencontres qui nous transforment radicalement ne se produisent jamais au hasard absolu, jamais par simple coïncidence mécanique. Elles font partie d'un ordre profond, d'une intelligence invisible que nous ne pouvons pas comprendre entièrement avec notre intellect limité, mais qui devient évident, qui se révèle clairement lorsque nous sommes intérieurement prêts à le percevoir. Et vous étiez prêts à ce moment-là. C'est précisément pourquoi c'est arrivé alors et pas avant, et bien qu'il vous fasse encore mal parfois de penser que c'est terminé, que le chapitre est clos, vous savez aussi au plus profond de votre être que ce n'est pas vraiment terminé, pas au niveau qui compte vraiment. Cela a seulement changé de forme, s'est transformé, et passé du visible à l'invisible. Maintenant, cette personne vit dans vos rêves nocturnes, dans vos longs silences méditatifs, dans vos transformations personnelles, dans vos choix quotidiens qui reflètent qui vous êtes devenu, dans la façon nouvelle dont maintenant vous vous parlez à vous-même, avec plus de compassion, plus de vérité. Cette énergie vous guide encore subtilement, vous accompagne encore, bien qu'elle ne vienne plus avec des mots prononcés, avec une présence tangible, car l'âme n'a absolument pas besoin de présence physique constante pour continuer à exercer son influence, pour continuer à accompagner. Jung disait avec sagesse que toute séparation externe, toute perte apparente, est en réalité une opportunité sacrée d'unir enfin ce qui intérieurement était fragmenté depuis longtemps. Et si vous avez aimé aussi profondément, si vous avez ensuite perdu, si vous avez pleuré toutes vos larmes, si vous avez finalement lâché prise après une longue lutte, alors maintenant vous êtes paradoxalement plus unis à vous-même que vous ne l'avez jamais été, plus entier, plus complet, plus authentiquement vous-même. Et de là, depuis ce vous profondément transformé qui a traversé le feu alchimique de la souffrance et de la transformation, maintenant vous pouvez aimer d'une manière radicalement différente, non plus depuis la peur de perdre, depuis la peur de l'abandon, non plus depuis l'urgence désespérée, depuis le besoin compulsif, non plus depuis la fantaisie romantique, depuis la projection inconsciente, mais depuis l'âme consciente et éveillée. Et si jamais la vie remet un jour devant vous une autre âme qui vibre authentiquement avec la vôtre depuis cette même profondeur, depuis ce même niveau de conscience, vous saurez immédiatement la reconnaître. Parce que vous n'êtes plus endormi, vous n'êtes plus inconscient, vous avez été réveillé. Et si elle ne le fait pas, si personne d'autre n'apparaît jamais avec cette intensité, c'est aussi parfaitement bien, c'est acceptable, c'est complet. Car ce que vous cherchiez vraiment désespérément, au fond n'était pas l'autre personne en tant que telle, c'était vous-même, tel que vous apparaissiez reflété dans l'autre. C'était votre propre complétude que vous cherchiez à l'extérieur. Et maintenant, vous vous êtes enfin trouvé vous-même, vous vous êtes rencontrés face à face. Parfois, l'amour le plus grand, le plus transformateur, n'est pas celui qui reste confortablement à vos côtés pendant des décennies. C'est celui qui vous réveille brutalement à qui vous êtes vraiment. Celui qui s'en va physiquement, mais qui laisse la porte de votre âme grande ouverte pour que vous puissiez enfin entrer en vous-même.
pour que vous puissiez habiter votre propre intériorité, car tout ce qui a vraiment, authentiquement touché votre âme, au plus profond vit encore intensément en vous aujourd'hui, continue de vibrer en vous, et rien, absolument rien, ni le temps qui passe inexorablement, ni la distance géographique, ni même la mort physique, ne peut vous séparer définitivement de ce qui fut absolument véritable sur ce plan de l'âme, car l'âme n'aime jamais avec attachement possessif. Elle n'aime pas avec dépendance, elle aime avec présence pure, avec mémoire vivante, avec énergie qui circule librement, et cela, cette façon d'aimer, ne meurt jamais, ne peut jamais mourir. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'Esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.